Vous voyez ces deux bouteilles d'eau, cristalline et Evian. Les deux bouteilles contiennent exactement la même chose, de l'eau. Donc, elles remplissent exactement la même fonction, s'hydrater. Sauf que pas tout à fait. Quand on boit de l'Evian, on ne boit pas seulement de l'eau. On a l'impression de boire une meilleure eau, de meilleure qualité, une eau encore meilleure pour la santé. Même si scientifiquement l'eau des deux bouteilles est très similaire en termes de minéraux et de pureté, on arrive facilement à attribuer à l'Evian un goût beaucoup plus agréable ou même supposer qu'elle est meilleure pour la santé simplement à cause de son image de marque. Cette perception est tellement puissante que lors de tests à l'aveugle, certains consommateurs ne peuvent pas distinguer l'Evian de la marque du distributeur. Mais une fois qu'on enlève l'étiquette, leur avis sur le goût peut changer drastiquement. Tout ça se joue sur le marketing et ça peut toucher des produits du quotidien. Le vin à meilleur goût servi dans une belle bouteille, avec une appellation comme Saint-Émilion, parce qu'on sait que c'est un vin cher. Même si pour la majorité d'entre nous, on ne saurait différencier une bouteille de 10 € d'une qui en coûte 60. Une assiette à meilleur goût quand elle est bien présentée, une entreprise aujourd'hui ne vend plus simplement un produit, elle vend un rêve, une appartenance, une identité à laquelle vous appartenez. Une communauté de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes désirs, les mêmes aspirations que véhicule l'entreprise. Au cœur de chaque campagne marketing se trouve une compréhension approfondie de la façon dont notre cerveau fonctionne, que ce soit nos systèmes neuronaux ou les déclencheurs qui influencent notre comportement. Alors on va rentrer dans une notion du marketing qui touche aussi à la neurologie, et quand on rentre dans ce domaine, on parle de neuromarketing, une discipline qui utilise les neurosciences pour mieux comprendre la réponse des consommateurs aux stimuli marketing. Alors comment font-elles ? Est-ce une bonne chose ou le marketing c'est juste de la manipulation ? Et surtout, comment devenir un bon marketeur à votre tour ? Et le marketing, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est le fruit d'une longue évolution qui trouve ses racines dans les premiers échanges commerciaux de l'humanité. La forme la plus élémentaire du marketing consiste simplement à étiqueter votre produit, ce qui existe depuis au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Les artisans gravaient des symboles sur leurs produits pour montrer d'où ils venaient. La route de la soie, les grands échanges commerciaux, les marchands utilisaient des signes et des symboles pour attirer l'attention sur leurs marchandises. Mais tout s'accélère avec la production de masse pendant la révolution industrielle. À mesure que les produits devenaient abondants, la nécessité de se différencier a conduit des stratégies beaucoup plus sophistiquées. Et les marques ont commencé à émerger comme moyen d'identifier des produits d'une certaine qualité ou origine. La publicité a ensuite pris de plus en plus d'ampleur dans les journaux, magazines, dans la rue. Au début du XXe siècle, le marketing est devenu une discipline plus scientifique avec l'étude des comportements des consommateurs. Les chercheurs ont commencé à analyser pourquoi et comment les gens achetaient en créant des théories sur le marketing et la consommation. Et aujourd'hui, avec la télé, puis internet et les réseaux sociaux, le marketing est devenu une partie omniprésente de la vie quotidienne, s'appuyant sur des données et des analyses de plus en plus précises pour cibler les consommateurs. Bon, ici Unity's l'IA, donc on va commencer par demander à GPT-4 une définition du marketing selon lui. Le marketing est un terme large qui englobe toutes les activités qu'une entreprise entreprend pour promouvoir l'achat ou la vente d'un produit ou d'un service. Ça inclut des activités telles que la publicité, la vente, la conception des produits, l'étude de marché pour mieux comprendre les besoins et préférences des consommateurs. Le marketing peut être divisé en plusieurs sous-catégories, y compris, mais sans s'y limiter, le marketing traditionnel, le marketing numérique, le marketing d'influence, le marketing de contenu, et le marketing des réseaux sociaux. Plus que ça, le marketing, c'est l'art de séduire le marché. Et il s'agit pas seulement de vendre un produit ou un service, mais de comprendre ce que veulent les gens et comment ils veulent l'obtenir, pour ensuite adapter ce que vous offrez à leurs désirs et leurs besoins. Donc à la base, le marketing, c'est de la communication. C'est là pour raconter l'histoire d'une marque, pour mettre en lumière ce qui rend le produit unique, et pour expliquer à quelqu'un pourquoi il devrait s'en soucier. C'est une conversation continue entre ceux qui créent des choses et ceux qui les utilisent et qui les consomment. Et le marketing, vous le verrez, je vais le dire souvent, c'est une science. Ça utilise des recherches et des données pour comprendre les comportements, prédire les tendances et tester différentes approches pour voir ce qui résonne le mieux avec le public. Mais c'est aussi de la créativité, conception de campagnes publicitaires, messages percutants et création de visuels qui vont capter l'attention et évoquer des émotions. C'est l'art de la persuasion mis en œuvre à travers différentes plateformes, des panneaux d'affichage traditionnels aux dernières applications. Donc ouais, le marketing peut être un joyeux fourre-tout et on peut très vite ne plus forcément savoir où donner de la tête quand on parle de marketing. Et je n'ai pas pour ambition de vous donner tous les aspects du marketing, vous parler de modèles SWOT à la con, Pestel et tout ça que vous pouvez voir en école de commerce. Ça serait bien trop long, ça servirait à rien, ce serait pas digeste et surtout, nous on veut se concentrer sur le plus important du marketing. Qu'importe ce sur quoi vous travaillez, votre objectif en tant que marketeur, c'est de vendre un message. Et c'est pas simplement une question de produit ou de service. Il s'agit de communiquer une histoire, une proposition de valeur qui résonne avec votre public et qui le pousse à l'action. Ce message doit être clair, convaincant, tellement attrayant que le consommateur ne se sente non seulement désireux, mais aussi impatient de prendre part à ce que vous offrez. Le message doit transcender les caractéristiques et les spécifications pour toucher quelque chose de plus profond, les émotions, les aspirations et les besoins fondamentaux. Chaque mot compte, chaque image est intentionnelle. Vous commencez à voir les choses du point de vue du consommateur. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui leur importe? Et plus important encore, comment pouvez-vous aligner votre message pour qu'il s'intègre naturellement dans leur récit personnel? Et alors que vous affinez le message, vous apprenez aussi à le tester,
à l'affiner et à l'adapter. Le message est votre pont entre le produit et le client. Il n'est pas seulement un moyen de transmettre des informations, mais un outil pour créer une relation, établir la confiance et finalement mener à la vente. Que ce soit un discours politique, un produit, un service ou une vidéo YouTube. En clair, vous en tant que marketeur, votre objectif, c'est de créer un message et de faire en sorte de le vendre le mieux possible. Exactement comme les publicités que vous avez peut-être déjà dû voir sur internet. Et vous les connaissez, les fameux « elle a perdu 5 kilos en 34 jours et les médecins la détestent ». Ça joue sur nos désirs les plus profonds de résultats rapides, exploitant souvent les insécurités et les espoirs des gens. Donc oui, ici on n'est pas là pour vendre une pilule magique qui peut faire perdre 10 kilos en 2 semaines sans effort. Parce que le marketing par essence, c'est savoir mieux vendre. Mais si vous avez un produit génial, profitez-en alors pour l'améliorer avec un marketing génial et vous aurez plus de ventes. Un produit médiocre avec un marketing très bon, ça va pas durer dans le temps, et un mauvais marketing avec un produit très bon, ça va pas non plus trop durer dans le temps. En fait, le marketing ne fait aucune différence entre un mauvais et un bon produit. Et tout ce qui importe au marketing, c'est uniquement de vendre. Le marketing n'est pas un juge de la valeur du produit ou du service, mais c'est plutôt un communicateur de la valeur perçue. Tout comme aussi, le rôle d'un marketeur n'est pas de juger les besoins de son client, mais de les comprendre et de les résoudre. Alors vous pouvez décider soit d'être un marketeur pour OnlyFans ou une entreprise de vêtements fabriquée uniquement en France. Parce qu'à la fin, c'est vous qui avez le choix du produit que vous souhaitez vendre et le marché que vous comptez cibler. Il faut être honnête 2 secondes, le marketing vous donne le pouvoir de manipuler. Et tout marketeur qui vous dit qu'il ne peut pas manipuler est soit un gros menteur, soit il sait pas faire du marketing. Parce qu'après, c'est à vous de choisir, en fonction de vos valeurs, de votre éthique et de votre morale, si vous allez faire le bien ou le mal. C'est vous qui choisissez d'utiliser le marketing pour aider vos clients à prendre la meilleure décision pour eux. Choisissez donc un client que vous voulez servir et un besoin que vous encouragez. Donc vous avez le choix. Utilisez votre pouvoir pour construire des relations basées sur la confiance et l'intégrité, ou manipuler et tromper. Parce qu'évidemment aussi, si vous faites le mal avec le marketing, ça peut vous causer beaucoup de tort à l'avenir. Mais je ne suis pas responsable de votre vie et vous choisissez. En 2009, Tropicana veut faire évoluer le packaging de leurs briques de jus d'orange. Ils ont engagé une agence de pub et ils ont dépensé plus de 36 millions de dollars pour créer ça. Sauf que c'était pas du tout l'effet escompté, puisqu'il y a eu 20 millions de dollars de chute de chiffre d'affaires en seulement un mois. Pourquoi ça a été autant un échec? En fait, le changement de l'orientation du logo a tout perturbé. En passant à une orientation verticale, Tropicana est devenu méconnaissable pour ses clients habitués, ce qui a conduit beaucoup d'entre eux à passer à côté sans même s'en rendre compte. Et il y a cet élément de design qui a voulu jouer avec l'espace 3D, une idée créative sur le papier, sauf qu'en réalité, dans un rayon de supermarché, ça transforme cette tentative dans un simple verre de jus mal mis en valeur. Et le coup de grâce, ça a été l'abandon de l'élément le plus emblématique de la marque, l'image de l'orange piquée d'une paille. Et ça représentait pas seulement le produit, mais aussi une promesse, celle de la fraîcheur d'un jus naturel. Là où je veux en venir, c'est que cette erreur montre quelque chose de fondamental en marketing, et que beaucoup d'agences de marketing, d'entreprises et de marques ont tout le temps oublié. On s'en fout de vous. Ici, l'agence de pub qui a quand même reçu 36 millions de dollars, ce qu'ils ont fait, c'est délivrer un service qui a plu à l'équipe de Tropicana parce que c'est innovant, le petit bouchon en forme d'orange, des effets de style, c'est sympa, mais Tropicana, c'est pas celui qui va acheter le jus d'orange in fine. C'est le consommateur, dans le rayon. En tant que marketeur, surtout si vous êtes une agence, vous ne travaillez pas pour faire plaisir à votre client. Vous travaillez pour vendre auprès de celui qui va acheter le produit que vous vendez. Et ça, beaucoup d'agences, ils l'ont oublié. Ça, c'est une tendance anti-prospect et qui est partout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises pensent plus à leur popularité qu'au résultat final. Plus d'argent dans les caisses. Notoriété de marque, personal branding, like, partage, commentaires et engagement. C'est brandi comme si c'est ce qui comptait le plus en marketing. Mais à la fin, ce qui compte, c'est pas d'avoir une publicité qui fait marrer. Ou même un texte avec de jolies couleurs. Parce que si ça ne fait pas de plus de ventes, ça ne fait que brasser du vent. Mais d'un côté, le prestige, c'est créer un business pour avoir la reconnaissance, le statut et faire bonne figure. C'est exactement ce que vous voyez avec la Startup Nation qui survit grâce aux subventions, aux business angels et aux investissements qui ne sont même pas rentables. Ça fait une bonne image de dire j'ai une startup. Sauf que le prestige sans profit, c'est comme une coquille vide, belle à regarder mais insuffisante pour dire qu'on a un bon business. Mais d'un autre côté, le profit est le pilier sur lequel toute entreprise repose. C'est le résultat final qui assure la viabilité, le développement et la croissance. Sans profit, les entreprises ne peuvent ni réinvestir en innovation, ni récompenser les personnes qui ont contribué à ce succès. Le profit, c'est l'oxygène d'une entreprise, sans lequel rien d'autre n'est possible. Donc cherchez toujours d'abord le profit avant le prestige. Le prestige peut ouvrir des portes et des opportunités, mais à la fin de la journée, c'est le profit qui doit entrer. En marketing, vous voulez d'abord vous concentrer sur les stratégies et construire le bon message qui apportera de l'argent. Vous ne faites pas du marketing pour vous faire mousser auprès des autres agences et des autres collaborateurs. Alors pour mieux apprendre le marketing, on va se concentrer sur une branche bien précise. On va se concentrer sur la base même du marketing.
sur ce qu'on appelle le Direct Response Marketing. Le Direct Response Marketing, c'est provoquer une réaction immédiate pour le consommateur. Contrairement au marketing de marque qui joue sur la notoriété et l'image sur le long terme, nous, on veut le faire agir tout de suite. Que ce soit passer une commande, remplir un formulaire, s'inscrire à une newsletter ou toute autre action qui peut être mesurée et analysée. Chaque publicité, chaque email envoyé, chaque page web créée est là pour déclencher une action. L'apprentissage du Direct Response Marketing vous oblige à penser au résultat en premier lieu. Vous n'êtes pas en train de créer une image de marque. Vous vous incitez à l'action. Ça vous implique de comprendre profondément qui est votre client, ce qu'il désire et comment votre produit ou votre service peut combler ce désir ou résoudre son problème. De plus, maîtriser le Direct Response Marketing développe des compétences cruciales qui vous seront utiles dans toutes les autres branches du marketing. Vous apprenez à écrire des copies convaincantes, à concevoir des offres irrésistibles et à comprendre les données pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous apprenez également à tester et optimiser, ce qui est la clé de toute stratégie marketing réussie. Et il y a aussi un autre avantage considérable, c'est l'aspect financier. Avec le Direct Response Marketing, vous pouvez voir concrètement chaque euro dépensé, combien il rapporte. Ça vous apprend à penser en termes de ROI, retour sur investissement, dès le début. C'est comme apprendre à cuisiner en commençant par les techniques de base. Une fois que vous maîtrisez les bases sur comment couper des légumes, faire des sauces, vous pouvez créer une multitude de plats. Donc le Indirect Response Marketing, le marketing indirect, est dans son essence opposé et il est beaucoup plus subtil. Par exemple, toutes les publicités que vous voyez aujourd'hui faites par les grandes marques, que ce soit les publicités de parfum, celles de Nike, des marques de luxe. Elles ne parlent pas des bénéfices intrinsèques des produits, mais de ce qu'il en dégage. Le marketing indirect fonctionne vraiment qu'une fois que la marque est bien installée. Si la marque n'est pas connue, ça ne sert à rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est quasiment exclusivement ce marketing qui est appris en école de commerce, car vous êtes destiné de devenir un salarié d'une grande entreprise, ou alors faire une pseudo-startup innovante qui va vivre sous les subventions et les investissements. Si la marque de votre client ou votre marque ne sont pas assez connues, vous tirez littéralement une balle dans le pied. C'est pour ça qu'en grande majorité, le marketing que vous apprenez en école de commerce ne servira presque jamais à rien. Vous êtes destiné à être un rouage dans la machine d'une grande entreprise et vous ne comprendrez toujours qu'à moitié ce que vous faites. De même, une fois que vous comprenez comment convaincre et convertir votre audience en clients payants avec le Direct Response Marketing, vous pouvez étendre vos compétences à d'autres domaines du marketing. Donc, avant d'apprendre à délivrer des services de marketing en ligne, avant d'apprendre des dizaines de techniques de marketing en ligne, donc sur comment construire un message, il faut apprendre comment la psychologie humaine fonctionne et persuader quelqu'un à faire quelque chose, c'est-à-dire ici déclencher une décision d'achat. Je vais alors vous montrer comment faire de très bonnes publicités que vous pourrez diffuser sur Facebook, Instagram, Google et YouTube. Je vais vous apprendre à écrire de très bons emails et des très bonnes pages de vente pour vendre vos offres, ou si vous êtes une agence, celle de vos clients. Nous sommes sur une plage. Oui, alors, plage paradisiaque, cocotier, mer turquoise, sable blanc, enfin l'Éden, quoi. 2 femmes, Alors, 2 bombes. évidemment, courent sur le sable. Longue focale sur les jeunes filles. Pamela prend la parole. En fait, je considère que l'exégèse de nos mastiques se trouve en but au rédhibitoire herméneutique, tu vois. Christina rétorque. Ah oui, mais alors attention, Pamela. Tu glisses doucement vers une paronomase ontologique, là. Elle se penche sur l'équation. Je t'ai fait une équation pour que tu comprennes. Si on prend comme hypothèse que la racine cubique de x varie en fonction de l'infini... Ah, d'accord. Tu n'as plus qu'à subdiviser l'ensemble qui tendra vers l'asymptote. Exactement, c'est bon, j'ai compris. Et elles partent en rigolant. Packshot, Starlight, pour rester mince, sauf dans sa tête. Non mais on est en train de marcher sur la tête là. Faut arrêter la picouse les gars. Hein. Chef. Oui. On le vend à qui? Le yaourt, putain. À la ménagère. Et la ménagère c'est quoi? Mais attendez, il faut sortir les gars. La ménagère, c'est une bonne femme fatiguée. Elle est dans son hyper de province, il y a ses gosses qui gueulent dans le caddie, elle a les mains pleines de merde, elle est crevée, il y a tout un tas de problèmes, il y a son mari qui picole, et elle n'a pas du tout envie qu'on vienne lui prendre la tête avec des références au 12e degré, là, que personne connaît, je suis désolé. Alors avant de penser à vos 4 copains sur Paris que vous allez faire marrer, dont je fais partie d'ailleurs, si, bon si, ça me fait rigoler vos conneries de temps en temps. Eh ben avant ça, vous feriez bien de vous demander, mais qu'est-ce qu'elle a envie de voir, notre ménagère? Avant de vous faire marrer, demandez-vous qu'est-ce qu'elle a envie de voir, notre ménagère. En clair, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Ou ma version, parce que je trouve qu'avec la vulgarité, on s'en souvient mieux, qu'est-ce que j'en ai à foutre? On le vend à qui? Le yaourt? Putain! Et remplacez le yaourt par n'importe quel produit. Ne commencez jamais par vendre votre produit, mais par ce qui intéresse réellement votre prospect. Pourquoi devrait-il prêter attention à ce que vous dites? Comment votre produit ou service va-t-il simplifier leur vie? Leur épargner du temps, de l'argent ou des problèmes? Comment va-t-il leur apporter du plaisir, satisfaction ou statut? Par exemple, si vous vendez une montre connectée, ne commencez pas
pas par détailler les spécifications techniques. Parlez plutôt de comment elle va motiver le client à atteindre ses objectifs de fitness, de la façon dont elle va simplifier la gestion de leur emploi du temps ou la tranquillité d'esprit qu'elle procure en suivant leur santé au quotidien. Adoptez la perspective du client. C'est leur histoire que vous racontez, pas la vôtre. Lorsque vous raisonnez avec eux sur le plan personnel et émotionnel, que ce soit en abordant leurs désirs et leurs besoins, vous n'avez pas seulement leur attention. Vous avez ouvert la porte à une connexion beaucoup plus profonde, celle qui peut amener à une fidélité long terme et à des ventes répétées. Et c'est toujours le ratio je versus vous. Ce ratio détermine l'orientation de votre message. Est-il centré sur vous-même et votre entreprise ou sur vos clients et leurs besoins? Donc, transformez le plus possible vos messages pour qu'ils parlent à la seconde personne. Par exemple, avec un jeu, nous avons conçu une application pour gérer ses finances, gérer ses budgets, ou alors avec un vous allez découvrir comment économiser du temps et de l'argent avec notre solution personnalisée. Quand vous utilisez le mot vous créez immédiatement un lien avec votre interlocuteur. Vous parlez directement à leurs désirs, leurs problèmes et leurs besoins. C'est une manière très puissante de les engager car ça montre que vous les placez en premier. Le jeu n'est pas à proscrire totalement, mais son utilisation doit être stratégique et axée sur la création de confiance et de crédibilité. Vous parlez de vous pour partager une histoire pertinente qui établit une connexion émotionnelle ou pour démontrer votre expertise dans un domaine. Exemple, j'ai conçu cette méthode pour aider des gens comme vous à atteindre leur objectif plus rapidement. Donc privilégiez le vous par rapport au jeu. Votre communication devrait être saturée de références à votre client et aussi à la valeur que vous leur apportez. Quand le jeu ou le nous s'infiltre dans un message, assurez-vous à ce qu'il sert à renforcer le message centré sur le client et pas à détourner l'attention vers vous-même. Et ça signifie donc que pour chaque mention jeu ou nous qui devrait apparaître sur votre message, il devrait y avoir un nombre plus conséquent de mentions vous ou tu si vous tutoyez. Ça garantit que vous maintenez le focus là où il doit être, sur le client et son expérience. Donc voilà, si là je vais vous montrer un exemple de ce ratio je vs vous et surtout de comment inclure ça, quoi de mieux qu'un exemple qui parle d'une page à propos sur un site internet. Quand vous faites un site internet, vous allez vouloir faire une page qui sommes-nous, une page à propos pour vous présenter. Et en fait, regardez comment on peut faire une tournure de phrase pour inclure la personne qui va voir cette page à propos. Et là, vous voyez, nous sommes Belleroi et nous sommes ici pour vous aider à vous déplacer dans le monde avec facilité et énergie. Vous voyez qu'ici, il les inclut directement. Toutes les choses commencent avec vous, tout le temps. Et l'objectif, c'est de transformer toutes vos phrases pour qu'à chaque fois que vous parliez, c'est d'abord en disant vous ou tu et pas nous ou je. Toujours transformer vos phrases pour toujours inclure le lecteur. Retenez bien une chose, l'humain est profondément égoïste et s'il s'intéresse à vous, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Vous devez donc commencer par lui montrer ce qu'il a à y gagner. Par exemple, imaginez 2 heures par jour grâce à notre application de gestion du temps, vous pourriez vous consacrer à ce qui compte vraiment pour vous. Pour susciter l'intérêt, il est crucial de démontrer la valeur ajoutée de ce que vous allez proposer. Et ça va au-delà du simple bénéfice du produit. C'est l'impact positif sur la vie de l'individu que vous allez mettre en lumière. Ou autre exemple, en utilisant notre service, vous ne ferez pas que gagner du temps. Vous pourrez pleinement profiter de vos journées en offrant plus de moments à partager avec vos proches. La décision d'achat n'est pas un moment spontané, mais plutôt le résultat d'un parcours qui est souvent complexe, qui mène le prospect de la prise de conscience à l'achat effectif. Comprendre ce spectre est très important pour développer le message à l'état d'esprit de votre cible. Vous allez beaucoup voir le terme de 5 levels of awareness pour parler de ça. Donc les 5 niveaux de la prise de conscience, qu'on pourrait traduire aussi par les 5 niveaux de la sensibilisation. C'est un concept qui est introduit par Eugene Schwartz dans son livre Breakthrough Advertising. Et l'idée, c'est de classer vos prospect dans 5 catégories en fonction de son niveau de conscience par rapport à votre marché, à votre problème et l'offre que vous proposez. Et pour chacun de ces niveaux, votre manière de communiquer votre offre sera totalement différente. Vous avez déjà un conscient du problème, qu'on pourrait dire unaware. À ce stade, les prospects ne savent pas qu'ils ont un problème qui nécessite une solution. Donc votre travail, c'est de les éduquer sur le problème lui-même avant même de parler de votre produit. Ensuite, vous avez conscient du problème, donc c'est les problèmes aware. Les prospects sont conscients qu'ils ont un problème, mais ils ne connaissent pas encore les solutions possibles. Ici, vous devez les informer sur les différentes manières de résoudre leurs problèmes sans vendre agressivement votre solution. En troisièmement, vous avez conscience de la solution, donc solution aware. À ce stade, les prospects savent quelles solutions peuvent régler leurs problèmes. Votre rôle, c'est de présenter votre produit ou service comme la meilleure option possible. Ensuite, en quatrième, vous avez conscience du produit, donc product aware. Ici, les prospects connaissent votre produit, mais ils ne l'ont pas encore choisi. C'est le moment pour parler de vos bénéfices, de votre offre, des témoignages clients satisfaits et des garanties que vous pouvez proposer. Ensuite, vous avez le plus conscient, donc most aware. À ce moment-là, les prospects connaissent votre produit et sont prêts à prendre une décision d'achat. Il s'agit de lever les dernières objections et de faciliter le processus d'achat et de fournir un appel à l'action clair. S'il est unaware, vous pouvez parler uniquement de l'identité du prospect et ça peut ne pas marcher dans certaines industries. Par exemple,
Vous avez des réglementations, des restrictions, ou même c'est trop compliqué à les persuader et les cibler. Et si on veut prendre un exemple avec un avatar et un produit, on pourrait se dire, bah là, on veut parler à des femmes unaware, mais c'est des femmes qui aimeraient bien être une mère de famille qui est belle, élégante, forte et surtout en pleine forme. Donc là, par exemple, s'il est problem aware, vous voulez donc apporter le diagnostic du problème à votre prospect pour le persuader que vous avez la solution. Dans notre exemple ici, ce serait comment perdre du poids quand on approche de la quarantaine et qu'on n'a pas 10 temps à s'y consacrer. Ensuite, vous allez l'amener à solution aware. Et là, vous allez montrer à votre prospect que vous connaissez les autres solutions. Vous allez les comparer à la vôtre pour montrer que votre offre est celle qui lui permettra de réussir le plus rapidement. Et là, découvrez l'abonnement parfait pour les mères de famille qui veulent manger varié tous les jours, se faire plaisir tout en perdant du poids. Et ensuite, product aware. Donc là, vous allez montrer que votre produit résout bien le problème du prospect comme il le souhaite et même plus, en détruisant toutes les objections qui peuvent l'empêcher d'acheter. Exemple, donc vous pouvez choisir vos recettes préférées, menu VG disponible et commencer à perdre du poids d'ici 15 jours. Et pour finir, s'il est most aware, vous allez créer une offre difficile à refuser, ajouter des éléments pour pousser à l'action, que ce soit de la rareté ou de l'urgence, comme des réductions, des places limitées, la santé n'attend pas, etc. Donc, testez l'abonnement avec 20 € offerts sur votre première commande. Comprendre à quel niveau de conscience se trouve votre prospect vous permet de vraiment mieux cibler votre communication et savoir ce qui va toucher au mieux votre prospect pour déclencher une décision d'achat. Parce que cette notion est très importante, je vais vous montrer d'autres exemples pour bien comprendre. Je vais vous donner d'autres exemples. Donc, par exemple, conscient du problème, comment se remettre au sport quand on n'en a pas fait depuis plus de 3 ans. Conscient de la solution, ma méthode de productivité pour réussir ses examens de médecine. Inconscient, commencer l'immobilier avec 0 € quand on n'y connaît rien n'a jamais été aussi facile. Conscient du produit, testez notre matelas pendant 100 jours et décidez-vous ensuite de si vous le gardez ou non. Conscient du problème, comment trouver l'amour quand on est timide. Totalement conscient, 30% de réduction sur votre pack anti-âge. Inconscient, votre sommeil est sûrement la raison de pourquoi vous avez mal au dos tous les jours. Conscient de la solution, achetez des produits ménagers sans perturbateurs endocriniens. Pour communiquer efficacement avec vos prospects à différentes étapes de conscience, vous devez créer des messages personnalisés qui résonnent avec leurs préoccupations et leur état d'esprit spécifique. Quand vous vendez un produit ou un service, il y a un concept aussi souvent oublié mais très important. Et il peut changer l'angle de votre message et comment vous allez communiquer votre offre. C'est tout simplement le niveau de sophistication du marché. Pour simplifier, un haut niveau de sophistication signifie que le marché cible connaît toute votre catégorie de solutions. Et une faible sophistication signifie qu'il n'en sait rien. Donc voici pourquoi c'est important quand vous rédigez du contenu. Exemple, vous voulez acheter une nouvelle voiture. Si vous deviez acheter une voiture à essence aujourd'hui, vous pourriez probablement en choisir une en ayant une confiance générale. Ça fait longtemps que vous les connaissez, vous en avez peut-être conduit beaucoup. Peut-être que vous en avez même possédé quelques-unes. Vous pouvez connaître les marques de confiance, le style que vous aimez. Vous savez peut-être que vous aurez besoin de sièges chauffants, d'un volant chauffant. Vous voulez tel nombre de chevaux, quelle consommation du litre au 100, etc. Mais si maintenant on vous demande d'acheter votre première voiture électrique, c'est plus compliqué de prendre une décision. Ce ne serait pas aussi facile qu'acheter une voiture à essence. Parce que vous pouvez connaître quelques marques, mais est-ce que vous pouvez leur faire confiance? Est-ce que Tesla est fiable? Est-ce que la Renault Zoé vaut le coup? Vous pourriez avoir une idée du style de voiture que vous voulez, mais ont-elles même des sièges chauffants? Comment ça fonctionne? Comment la consommation d'électricité est calculée? Ça veut dire quoi? Autonomie théorique. On doit se baser sur quoi? C'est plus difficile à prendre une décision et vous avez besoin de plus d'informations. Un exemple plus parlant, c'est par exemple dans le domaine du sport. Exemple, si vous vendez des programmes de sport perte de poids, le marché peut être relativement sophistiqué. La majorité des consommateurs aujourd'hui ne couvrent pas pour la première fois l'idée de perdre du poids ou de faire de l'exercice. Ils sont souvent informés sur les principes de base de la nutrition et de l'activité physique. Ainsi, lorsqu'il s'agit de vendre des programmes de perte de poids à un marché sophistiqué, il est important de reconnaître que vos prospects, ils ont probablement essayé déjà plusieurs régimes ou programmes auparavant. Ils peuvent, c'est pas sûr, mais ils peuvent connaître des termes comme calories, ou même macro, jeûne intermittent, régime cétogène, etc. Par conséquent, votre approche marketing doit tenir en compte de cette sophistication. Plutôt que de se concentrer sur les informations de base de la perte de poids, qui sont déjà bien connues, il est bien plus judicieux de mettre en avant ce qui rend votre programme unique. Il faut toujours avoir en tête le niveau de sophistication du marché avant de commencer. Est-ce que vous devez consacrer beaucoup de contenu à l'éducation des prospects qui sont peu sophistiqués? Ou est-ce que vous allez devoir vous concentrer sur les différenciateurs et votre offre pour ceux qui sont bien plus sophistiqués? Une façon très simple d'avoir une idée du niveau de sophistication de votre marché, c'est d'évaluer la qualité et la quantité de vos concurrents. Si vous avez beaucoup de concurrents directs que vous reconnaissez comme des concurrents, votre marché est probablement sophistiqué. Les commentaires et les questions des clients actuels peuvent être aussi très révélateurs. Si vous remarquez que les prospects posent des questions très détaillées ou qui font des commentaires qui montrent une compréhension profonde de ce qu'est votre produit ou votre service, ça indique un haut niveau de sophistication. Et si à l'inverse, vous n'avez pas beaucoup de concurrents, alors vous allez probablement devoir écrire beaucoup de contenu et bien développer votre message pour améliorer la sophistication du marché. Maintenant, pour déclencher une décision d'achat autour de ce spectre, comment on fait? En fonction du niveau de conscience du prospect, on va pas le toucher de la même manière. Ça, vous l'avez bien compris. Et au fur et à mesure qu'il prend conscience autour de ce spectre, il sera de plus en plus intéressé par acheter. Parce que vous imaginez bien, quelqu'un qui n'est pas du tout conscient de son problème, il sera pas du tout enclin pour acheter. Et quelqu'un qui connaît très bien votre produit,
il attendra simplement la bonne occasion pour se lancer. Alors, comment déclencher une décision d'achat? Comme disait JP Morgan, un homme a 2 raisons de faire ce qu'il fait. Une bonne raison et la vraie raison. Et connaître les besoins de l'être humain nous amène à comment le persuader d'acheter. Nous sommes des animaux, nous fonctionnons par l'émotion. Au fil de l'évolution, notre cerveau s'est développé pour répondre aux stimuli émotionnels, souvent de manière plus rapide et plus puissante que notre raisonnement logique. Les émotions comme la joie, la peur, la surprise ou la tristesse ne sont pas simplement des états d'esprit passagers, elles sont des moteurs qui nous poussent à agir, à aimer, à éviter ou à chercher. Une émotion d'achat n'est pas logique, elle est émotionnelle. Les émotions influencent nos décisions d'achat, même si c'est inconscient. Un produit qui produit des émotions ne se vendra toujours mieux qu'un produit basique. Si on se concentrait uniquement sur la logique, donc les caractéristiques techniques, comme le prix, la fabrication et ce genre de choses. L'iPhone serait beaucoup trop cher et on achèterait juste des Wiko. Louis Vuitton ne serait pas la marque de luxe la plus rentable au monde et par extension, Bernard Arnault ne serait pas l'un des hommes les plus riches au monde. Tout le monde achèterait des pâtes premier prix, voire Panzani, et des marques au nom italien comme Rumo n'existeraient même pas. Quand vous achetez un produit, vous attendez à ce qu'il provoque une émotion. La logique est secondaire, nous nous fions plus à l'émotion. Il y a 3 niveaux émotionnels qui influencent la décision d'achat. D'abord la logique, c'est les prix et les caractéristiques d'un produit. C'est le niveau le plus fondamental. La logique, c'est tous les aspects tangibles, comme le prix, les caractéristiques, les fonctionnalités. Les décisions à ce niveau sont souvent basées sur des comparaisons objectives, comme c'est quoi la meilleure affaire, c'est quoi les fonctionnalités qui me sont essentielles. Les émotions, c'est tous les bénéfices, problèmes et désirs. À ce niveau, les prospects réfléchissent à la manière dont un produit peut résoudre un problème qu'ils rencontrent et améliorer leur vie quotidienne et leur procurer des émotions. Et les émotions peuvent être déclenchées par des bénéfices comme le gain de temps, le confort ou même la réduction de stress et le plaisir. Et ensuite, vous avez le niveau d'identité. C'est la marque, le storytelling et le statut social. Ce niveau, ça touche à la façon dont les prospects se perçoivent et veulent être perçus par les autres. Et ici, c'est tout ce qui concerne le luxe. La marque, le storytelling, le statut social associé au produit jouent un rôle crucial. Les clients veulent choisir un produit non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il dit d'eux en tant qu'individu. Donc maintenant, voici comment ces niveaux émotionnels se traduisent dans votre offre. Vous avez des fonctions et des caractéristiques d'un produit, c'est le niveau logique et rationnel, ça répond à la question que peut faire ce produit, et ce sont tous les éléments concrets du produit. Et ensuite, vous avez les bénéfices du produit au niveau émotionnel et identitaire. Ils répondent à la question qu'est-ce que ce produit m'apporte, et il s'agit des avantages qui résoudent le problème du client. Les bénéfices sont le plus important et les fonctions sont là pour rationaliser l'achat, d'accord? Et pour augmenter le niveau émotionnel d'un produit, il faut augmenter la valeur perçue de celui-ci. La valeur est la perception qu'a un client de la qualité, des bénéfices et de la satisfaction qu'il tire d'un produit par rapport au coût qu'il en a. Pour bien vendre, vous devez imaginer quels bénéfices chaque fonction apporte. Mon produit possède une fonction qui permet d'obtenir un bénéfice. Exemple, cette parka en Gore-Tex, totalement imperméable avec les coutures soudées et rembourrée en ClimaShield, va vous permettre de rester au sec pendant vos escapades en montagne tout en n'ayant jamais froid. Ici, vous voyez que le Gore-Tex et le ClimaShield sont les fonctions et jamais froid, le bénéfice. Cet ordinateur avec une carte graphique RTX 3080 et un disque dur SSD de 518 Go, c'est une fonction, vous permettra de jouer à vos jeux vidéo préférés de manière fluide avec un confort maximal. C'est le bénéfice. Donc, si l'achat se fait sur l'émotionnel d'abord, de quoi vaut-il mieux parler? D'émotions positives ou négatives? Déjà, quand on dit positive, ça veut dire obtenir du plaisir, de la satisfaction et du bonheur. Négative, c'est s'éloigner de la douleur, de la souffrance, du stress et de la frustration. Dans tous les cas, les émotions sont visuelles. Plus une émotion est palpable, plus on touche le prospect en plein cœur, plus on peut le persuader. Et une émotion peut être retranscrite avec des images visuelles, et aussi retranscrite à travers des descriptions et des mises en situation. Prenez par exemple une simple chemise. En fait, à première vue, il s'agit d'un simple vêtement. Mais la manière dont elle est perçue, valorisée et finalement achetée, elle peut considérablement changer en fonction de la marque. Prenons 3 exemples. Shein, Ralph Lauren et Louis Vuitton. Chacune de ces 3 marques propose des chemises, mais à des niveaux émotionnels totalement différents. Déjà ici, Shein, on a une marque de merde, oui, on peut le dire. C'est de la merde. Mais sans rentrer dans le jugement de valeur, même si c'est une marque ignoble, la marque est appréciée pour son prix plus qu'abordable. Mais dans une chemise Shein, il y a une implication émotionnelle relativement basse. Les clients peuvent être contents de trouver des vêtements à des prix très très bas, mais c'est peu probable qu'ils éprouvent un attachement profond envers la marque. Maintenant, on peut parler de Ralph Lauren quand on monte dans l'échelle de prestige et de prix. Et Ralph Lauren offre de la qualité et du style, et surtout un héritage. Avec cette marque, l'émotion est liée au statut et à une certaine idée d'élégance classique. Acheter une chemise Ralph Lauren, c'est faire une déclaration de ses valeurs personnelles et de son goût. Ralph Lauren, c'est tout un héritage Ivy League et prépi qui s'y dégage. Le niveau émotionnel est plus élevé, comme le prix, reflétant non seulement la qualité du vêtement, mais aussi la marque. Et on peut parler de Louis Vuitton qui est au sommet de l'échelle. Louis Vuitton, c'est le luxe ostentatoire. Une chemise de cette marque, c'est pas simplement un vêtement. C'est un symbole de statut, d'exclusivité et de prestige.
L'expérience émotionnelle ici est intense et profonde. Les clients qui achètent Louis Vuitton investissent dans un symbole de luxe et surtout d'exclusivité. Le prix élevé est directement proportionnel au niveau émotionnel élevé. Et surtout au message que le vêtement renvoie sur l'identité et le statut de la personne qui la porte. Et Louis Vuitton aujourd'hui est devenu essentiellement le porte-étendard de ce qu'on appelle la vague des New Rich, des nouveaux riches qui veulent vraiment montrer qu'ils ont de l'argent. Ces 3 exemples montrent parfaitement à quel point le prix peut être associé à un niveau émotionnel. Plus la marque et le produit sont capables de provoquer des émotions fortes et de créer une connexion avec l'identité et les aspirations du consommateur, plus le prix il peut être élevé. Et c'est pas simplement la qualité matérielle qui détermine un prix, mais aussi la valeur émotionnelle et symbolique que représente le produit pour le consommateur. Le prix d'un produit est proportionnel à son niveau émotionnel. Et donc vous, à quoi ça vous sert de savoir tout ça? Si vous vendez un produit ou un service, plus vous arrivez à ajouter de l'émotion et de l'identité à votre offre, plus vous pourrez le vendre cher. Et du coup, si vous vendez le produit ou le service d'un client, vous pouvez identifier les axes d'amélioration pour améliorer le message de vente du produit. Est-ce qu'il est assez émotionnel et identitaire? Les décisions d'achat de votre prospect se font d'abord sur l'axe émotionnel et identitaire. Les humains choisissent souvent un produit ou un service qui répond sur le plan émotionnel d'abord, qui reflète leurs valeurs et qui renforce l'image qu'ils souhaitent projeter. C'est très clairement l'idée du bas de gamme contre le luxe. Et il s'agit là d'idées de valeur ajoutée. Quand on fait du cheap, donc du pas cher, des billets d'avion low cost, le produit il a peu de valeur. On n'a pas confiance et on cherche uniquement à faire un achat logique. Et plus on veut vendre cher, plus on doit ajouter de l'émotion et de l'identité. Et vous ne voulez pas vendre de produits pas chers, de produits cheap, car ce n'est pas rentable à petite échelle. Il faut vraiment vendre en masse pour être rentable, par exemple la fast fashion, ou avoir d'autres produits à vendre à côté, exemple les prix EcoPlus au supermarché. Vous devez faire en sorte d'ajouter de l'émotionnel et de l'identité sur vos offres. Ces éléments émotionnels et identitaires sont les véritables déclencheurs du processus de décision. Une fois qu'un client est émotionnellement investi, il utilise la logique pour renforcer son choix. L'axe rationnel logique est là pour se conforter dans l'idée d'achat. Il peut s'agir de justifier le coût par la qualité, la durabilité ou l'utilité, mais ces raisons logiques viennent souvent après le désir émotionnel initial. Alors quand vous vendez une offre, appuyez d'abord sur ses bénéfices et non ses caractéristiques. C'est pour ça aussi, si vous le remarquez bien, que les personnes les plus susceptibles de faire des achats impulsifs, ce sont des personnes qui ont aussi tendance à être beaucoup plus émotionnelles, donc communiquer plus d'émotions, que ça soit être tout le temps triste, heureuse ou en colère, etc. Et pour y aller plus loin, bon j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est qu'en règle générale, les femmes sont plus dépensières que les hommes, donc de meilleures clientes. C'est parce que tout simplement, dans leur comportement biologique de femmes, beaucoup plus émotionnel, donc plus sensible au marketing. Aussi, plus nous prenons du temps pour nous décider, moins nous sommes confiants. C'est pour ça que toucher dans l'émotionnel et l'identitaire d'abord et ensuite rationaliser, c'est avec ça que c'est beaucoup plus simple d'attraper l'attention de quelqu'un pour vendre. Vous attisez la curiosité et l'émotion. Vous intéressez parce que vous résolvez un problème qui le touche. Donc émotion. Vous créez du désir, donc émotion. Vous présentez votre produit et pourquoi il est incroyable, rationalisation. Puis vente, donc émotion. Ce qui nous amène à la pyramide de Maslow que vous devez peut-être connaître. Vous avez d'abord les besoins physiologiques. Ce produit me permet de vivre. Ensuite, les besoins de sécurité. Ce produit me fait sentir en sécurité. Les besoins d'appartenance. Ce produit me fait rentrer dans un cercle social et m'attribue un statut social. Les besoins d'estime. Ce produit améliore ma confiance en moi et me correspond, donc de l'identification. Et d'accomplissement. Ce produit me permet de réaliser mon rêve et mes objectifs et il me transcende. Plus vous répondez aux besoins les plus hauts de la pyramide, plus vous ajoutez de l'émotion et de l'identité. Et cette pyramide dit quelque chose de très profond sur nous en tant qu'humains. Nous nous fions plus à la mentalité du troupeau qu'on voudrait se l'admettre, donc à la tendance de suivre les comportements et les opinions d'une communauté. Bien que nous aimons croire que nos choix sont guidés par notre pensée indépendante et notre analyse rationnelle, en réalité, nous sommes souvent influencés parce que les autres autour de nous pensent et font. Déjà, la mentalité du troupeau se manifeste dans ce qu'on appelle la preuve sociale. Lorsque les gens voient un autre utiliser ou approuver un produit ou un service, ils sont beaucoup plus enclins à le considérer favorablement. C'est pourquoi les témoignages, avis clients, recommandations d'influenceurs, c'est des outils marketing puissants. Ça exploite notre tendance à nous aligner sur les choix et les opinions du groupe. De plus, il existe ce besoin inhérent d'appartenance et d'acceptation au sein d'un groupe social. Nous voulons être acceptés et appréciés par nos pairs, et ça inclut à se conformer à certaines normes ou tendances. Dites-moi ce que vous achetez et je vous dirai qui vous êtes. Regardez simplement le cliché qui vous vient en tête quand je vous dis influenceur Dubaï, ou otaku fan de manga, ou bobo parisien. Et vous pouvez forcément me faire une liste de 5 à 10 choses qu'ils consomment. C'est l'aspect communautaire, et ce même si vous vous sentez anti-système, anti-Apple ou autre. Vous allez rejeter les marques grand public ou les modes de vie conventionnels, mais vous adhérez souvent à vos propres marques et styles alternatifs. Vous pouvez vous sentir au-dessus de la plèbe, alors ça va être les marques de luxe ou des produits exclusifs. Louis Vuitton, Tesla, ou même des marques pas trop connues. Ils suivent un troupeau différent, mais un troupeau quand même, où la possession de ces produits devient un symbole de statut et d'appartenance à un groupe d'élite. Pareil pour le minimalisme, qui est son propre culte. Maintenant, voici la règle de l'un qui est importante. En anglais, on dit the rule of one, donc L, un lecteur,
I, une idée, O, une offre et A, une action. Un lecteur, ça veut dire que votre message, que ce soit vos publicités, emails, pages, doivent être écrits comme si vous parliez à une seule personne. Et pourquoi c'est important? Parce que vous voulez baser votre message sur vos recherches d'un profil particulier et attirer seulement ceux qui se sentent touchés par votre offre. Ce qui veut dire que vous pouvez réaliser des messages bien plus persuasifs pour votre prospect au lieu de vouloir parler à tout le monde pour au final toucher personne. Exemple, je vais écrire une page qui va parler à une femme qui approche de la quarantaine. Elle a eu un enfant il y a 5 ans et depuis elle a pris du poids qu'elle n'arrive pas à perdre. Elle n'arrive pas à trouver du temps pour faire du sport ou cuisiner sainement. Elle doit s'occuper de son enfant, de la maison et de son travail. Elle se sent grosse et elle n'est pas à l'aise dans son corps. Elle aimerait vraiment revoir ses courbes qu'elle avait avant de tomber enceinte. Ensuite, vous avez l'idée. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez un message précis et clair. Vous parlez seulement d'un bénéfice principal qui va parler à votre lecteur unique. On peut aussi qualifier ça de big ID. Donc, de big ID, de grosse idée. Donc, quel est le désir le plus important que votre lecteur unique veut assouvir? Et comment votre offre va lui permettre d'avoir le bénéfice? Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'une seule idée, c'est le point crucial de votre argumentaire de vente. Vous devez être capable d'expliquer en une phrase le message de votre offre, votre proposition de valeur unique. Ça permettra de concentrer votre texte de vente autour d'une idée précise qui touche directement votre prospect. Par exemple, comment perdre du poids quand on approche de la quarantaine et qu'on n'a pas de temps à y consacrer. Ensuite, vous avez une offre. Et ce que ça veut dire, c'est que qu'est-ce que votre prospect va obtenir après avoir acheté? Qu'allez-vous délivrer à votre prospect? Et quel est le prix de votre offre? Et évidemment, c'est important parce qu'une offre doit être claire et précise. Elle doit être compréhensible. Si vous commencez à parler de plus d'une offre, donc plein d'offres différentes pour votre prospect, ça va l'embrouiller. Même si c'est précisé, il aura du mal à distinguer les différences de plusieurs offres. C'est le paradoxe du choix. Plus on a de choix, moins on arrive à se décider. Donc vous devez vraiment être clair et minimaliste sur qu'est-ce que vous allez présenter à votre prospect lors de votre campagne marketing. Même si vous avez plusieurs offres dans votre catalogue, ici, vous faites une pub, un email, une page, même s'il y a plein d'offres, vous vous en concentrez que simplement sur une pour une idée et un prospect. Et ensuite, vous avez une action. Et ce que ça veut dire, c'est que pour chaque page, chaque email, chaque publicité et chaque contenu que vous réalisez, vous voulez à la fin qu'une seule action disponible. Et c'est important parce que plus vous mettez d'options d'action, plus vous tuez vos conversions et vos ventes. Vous devez proposer qu'une seule et unique action à vos prospects. Et sinon, ils ne feront pas ce que vous leur demandez de faire. Vous devez procéder étape par étape et ne pas les embrouiller en lui parlant de l'étape 5 alors que vous essayez de lui vendre l'étape 1. Par exemple, cliquez sur le bouton ici pour faire votre première commande avec 20 € offerts et vous pourrez choisir ensuite les recettes qui vous plaisent. Et sur tout le site internet, il n'y a qu'un seul bouton disponible qui est commencer l'abonnement. Et il y a beaucoup de choses dans ce module d'introduction au marketing. Et moi je vous conseille de regarder l'ebook en annexe qui complète bien, ainsi que le lexique du marketing que je vous ai donné. Mais je vous conseille aussi de revenir sur cette vidéo régulièrement pour revoir tous les termes, les concepts et un petit peu tout ce que j'ai pu développer dedans. Vous avez besoin de répétition pour que ça fonctionne.